Les petits animaux sont fascinants. Parmi eux, nous pouvons observer une diversité de phénomènes et d'organismes qui n'existent pas à l'échelle humaine. Une source apparemment inépuisable d'émerveillement et de micro-écosystèmes tout plus surprenants les uns que les autres. À cette échelle, la créativité de Mère Nature permet à la vie de se développer d'une manière que l'on peut à peine imaginer. L'incroyable diversité de la flore et de la faune à cette échelle fait que d'innombrables animaux ont développé des techniques sophistiquées pour leur survie et leur reproduction qui ne se voient nulle part ailleurs. Une stratégie de reproduction particulièrement macabre est employée par les mouches du genre Pseudactéon. Ces mouches sont banales en apparence. Elles mesurent 1 à 2 mm de longueur, soit la taille d'une mouche à vinaigre. Elles ont des yeux relativement grands et une bosse sur le dos, qui a donné à la famille le nom de humpback flies, mouches bossues. Elles passeraient donc inaperçues pour la plupart des gens. Ce n'est qu'au cours de la ponte qu'elles révèlent leurs macabres secrets. Ces mouches pondent dans des hôtes vivants, dans des fourmis. La plupart de ces mouches sont inféodées à un seul genre, voire à une seule espèce de fourmi. La femelle doit pondre entre 100 et 300 œufs. Pour ce faire, elle cherche les traces de la présence de ses victimes potentielles à des endroits où la terre a été troublée, où des monticules de terre ou des sentiers d'une chasse de fourmilières sont présents. Après avoir identifié une cible, la femelle se met en position, planant quelques millimètres au-dessus de la fourmi. Elle ne fait même pas la taille de la tête des fourmis, mais elle est aussi rapide qu'une flèche. En moins d'une seconde, elle harponne la fourmi avec son ovipositeur. La forme élaborée de son dard permet l'insertion précise d'un œuf dans le thorax de la fourmi. Son attaque terminée, elle s'envole à la recherche de sa prochaine cible. Après quelques jours, l'œuf éclot dans l'hôte et la larve migre vers la tête de la fourmi. Elle se nourrit d'abord de puissants muscles mandibulaires de la fourmi. Puis elle dévore le reste de la chair crânienne, le cerveau inclus. La fourmi, privée de son système nerveux central, erre sans but pendant 1 à 2 semaines, jusqu'à ce qu'elle meure de soif. À ce stade, la larve remplit presque toute la cavité crânienne et elle est prête à se transformer en chrysalide. Elle libère un produit chimique qui dégrade les membranes qui maintiennent l'exosquelette de la fourmi en place, ce qui fait tomber la tête. Ce qui a valu à ces mouches le nom de mouches décapiteuses de fourmis. L'étape suivante, le développement de la nymphe, prend 2 à 3 semaines supplémentaires. Pendant ce temps, la nymphe reste protégée dans la capsule de la tête, achevant sa métamorphose en mouche ailée. Une fois le stade adulte atteint, la mouche émerge de la cavité buccale et s'envole. Autre fait intéressant, le sexe de la mouche n'est pas déterminé par les chromosomes, mais à la taille de la tête de la fourmi. La durée du développement de l'œuf à l'adulte prend entre 4 et 12 semaines selon le climat. Les adultes, cependant, ne vivent qu'environ 3 à 5 jours, le temps qu'ils s'accouplent, pondent à nouveau des œufs et meurent. Aussi horrifiant que ce mode de reproduction puisse paraître, il pourrait nous être utile. Parmi les nombreuses espèces de fourmis affectées, on trouve les fourmis suivantes. Les fourmis rousses, y compris les fourmis de feu, et les fourmis rouges invasives. Ou encore les fourmis noires importées aux États-Unis au début du XXe siècle et sont maintenant une espèce invasive. Elles causent des dommages majeurs aux États-Unis, en particulier dans les États du Sud, et prolifèrent parce qu'elles n'ont pas d'ennemis naturels en Amérique du Nord. Elles ont su se disséminer. Elles se multiplient rapidement au point où il y a maintenant plus de fourmis de feu en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud, contrée d'où elles viennent à l'origine. Rien qu'au Texas, elles causent $1 milliard de dommages chaque année. Dans une tentative de contrôler leur diffusion, des chercheurs ont commencé à introduire des mouches décapitrices de fourmis au Texas. Bien que le taux de parasitisme semblait très faible, inférieur à 3%, la présence de ces mouches a sévèrement interrompu la prolifération des fourmis de feu en entraînant des pertes énormes à court terme dans la récolte des ressources. 1 ou 2 mouches suffisent pour déclencher un comportement défensif et évasif immédiat dans la colonie entière. 6 espèces différentes de ces mouches, chacune d'elles pour lutter contre une espèce spécifique de fourmis, ont été relâchées dans de nombreux sites du sud des États-Unis depuis 1999. Et malgré la préoccupation initiale selon laquelle l'introduction d'un animal non indigène serait lutter contre le feu par le feu, il n'y a pas encore eu de conséquences néfastes. Le fait que ces mouches soient très spécifiques dans leur proie, n'attaquant qu'une seule espèce de fourmi ou quelques espèces étroitement apparentées, s'assure que les mouches introduites n'attaquent que l'espèce de fourmi visée et n'aient pas d'impact négatif sur les fourmis indigènes ou d'autres animaux.
Parce que ces mouches sont des parasitoïdes qui dépendent des fourmis pour leur reproduction, elle ne vaut bien sûr jamais les éliminer complètement, mais elle pourrait être au moins un moyen efficace de contrôler leur population en créant un équilibre entre l'hôte et le parasite. Cependant, l'application prendra du temps, le temps de déterminer les effets généraux de l'introduction des mouches pourrait aller jusqu'à 10 ans.